Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça va faire un mois. Donc comme vous voyez, je me suis un peu amusé, j'ai un peu travaillé sur Proxmox. Je pense que je ferai bientôt des tutos sur comment installer Proxmox, des clusters, etc. Ça peut être intéressant. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur un truc un petit peu intéressant, fondamental, qui est l'installation et la mise en place. Alors ce sera peut-être sur plusieurs vidéos, hein, mais l'installation et la mise en place d'une solution de Bastion. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bastion? En fait, traditionnellement, pour accéder à des ressources partagées, au réseau d'entreprise, pour les télétravailleurs, etc., ou même pour les prestataires, on passait par des solutions de VPN. Donc c'était des solutions très fonctionnelles, mais qui avaient quand même certaines limitations sur la sécurité. Pourquoi? Une solution de VPN, en fait, va permettre de donner accès à une plage, par exemple, de réseau local au travers donc une passerelle VPN. Donc derrière, on a du chiffrement, on peut avoir de l'intégrité avec de l'IPsec, des choses comme ça, mais on va manquer certaines features qui vont pouvoir être intéressantes dans le cas justement de prestataires dont on ne maîtrise pas forcément l'infrastructure. On ne sait pas si un prestataire il a des mots de passe sauvegardés, etc., écrits sur un papier. On ne sait pas l'état de son IT, etc. Un bastion va pouvoir en fait être dédié vraiment à ces accès externes pour pouvoir tout simplement apporter des solutions, on va dire, de sécurité, en tout cas de d'auditabilité supplémentaire. Donc, on va retrouver des solutions sur le marché qui sont très connues, Wallis, Beyond Trust, CyberArk, qui vont apporter des solutions. Donc, les solutions, ça va pouvoir être du airbag. Donc, en fonction d'un profil, on va pouvoir accéder à telle ressource. Voilà. Donc, ça va pouvoir être l'auditabilité à travers de l'enregistrement de vidéo. On va pouvoir rejouer ce qui a été fait lors d'une session RDP, lors d'une session SSH pour voir un petit peu, voilà, ce qui s'est passé. Bien évidemment, bon, de la MFA, mais c'est supporté par exemple sur OpenVPN. Voilà, que dire d'autre? Après, bon, beaucoup d'options de sécurité supplémentaires, du partage de sessions, etc. Donc c'est vraiment pensé pour la partie sécurité. Et accès à distance. Donc, dans cette vidéo, on va étudier une solution qui s'appelle Apache Guacamole. C'est une solution open source, donc développée par la fondation Apache, qui permet d'avoir des accès à distance, qui permet de, voilà, de prendre la main à distance à travers ce qu'on appelle une rupture protocolaire. C'est-à-dire que nous, on va se connecter sur un portail web en HTML5 et ensuite on va faire du rebond sur du RDP, sur du SSH, du Telnet, etc. Bien évidemment, c'est une solution open source, elle n'a pas autant de features que des solutions commerciales, mais franchement, pour une petite entreprise, pour vous dans le cadre d'un lab, vous l'accédez chez vous, c'est vraiment intéressant. Alors, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, Apache Guacamole, une solution modulaire hein, qui fonctionne avec beaucoup de plugins. On a la base, et ensuite on va avoir des plugins pour avoir de la MFA, pour avoir l'enregistrement vidéo, pour avoir d'authentification LDAP, etc. Et donc, on va voir un petit peu aujourd'hui comment mettre ça en place. Ensuite, pourquoi pas l'exposer sur Internet avec un reverse proxy sur OpenSense ou quelque chose comme ça, et donc un certificat forcément SSL pour éviter de laisser tout transiter en clair. Pour déployer Guacamole, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode, voilà, on va venir récupérer les sources, donc c'est développé, si je dis pas de bêtises en C++, et on va venir les compiler. Donc on a deux parties, on a le back, donc on a le front-end qui est développé en Java, alors en Java SE je pense, enfin, en tout cas voilà, en framework Java, qui est servi par un serveur d'applicatif Tomcat, et le back-end qui lui gère les connexions, qui s'appelle Guacd. Donc deux méthodes, soit à partir des sources, soit à l'aide de Docker. Donc, alors si on le faisait avec Docker, vraiment ça prendrait 30 secondes, hein, c'est vraiment voilà. Mais j'aime bien au moins toujours moi une première fois le déployer vraiment avec les sources pour bien comprendre comment ça fonctionne, pour bien comprendre les deux composants, pour bien comprendre le fichier de conf parce que le jour où vraiment vous avez un souci avec Docker, parce que le fichier de conf qui s'appelle guacamole.properties, vous savez pas ce qu'il est devenu, ce qui se passe, ou alors la database est cassée, il y a un souci. Voilà, on maîtrise un petit peu moins. Après, on se débrouille, mais voilà. Pour la première fois, j'aime bien le faire comme ça. Donc, ce que je propose, c'est sur votre environnement de virtualisation, que ce soit sur Workstation ou autre, Proxmox, déployer une VM Ubuntu 24.04, c'est très bien, pour installer la dernière version. Mettez-lui une IP statique si vous le souhaitez, le fichier host, etc. Et dès que c'est fait, on se retrouve pour pouvoir passer à l'installation de Guacamole. Allez, c'est parti. Donc la VM est montée. Alors moi, par simplicité, je vais pas forcément mettre IP statique, mais ça serait intéressant de le faire. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est quand même de vous connecter en SSH pour pouvoir plus facilement. Alors on va faire un peu de copier-coller, même si on va essayer de comprendre ce qui se passe, mais ça évitera de taper toutes les commandes. Alors, hop. Ah non, c'est bon.
Nickel. Hop, on va passer en route. Et ensuite, on va se rendre sur la documentation d'Apache Guacamole. Hop. Voilà, donc là, on va avoir la documentation avec les deux parties, donc Guacamole nativement, ou Guacamole avec le conteneur. Donc nous, on va aller sur la version native. Alors, bon, là, il y a toutes les étapes. Malheureusement, ça va être un petit peu compliqué de tout installer à la main comme ça. Donc là, on a tout d'abord toutes les dépendances qui sont demandées. Attendez une seconde, hop, qui sont demandées. Donc en fait, ça va dépendre des protocoles que l'on souhaite supporter, ce qui va expliquer en dessous. Donc on a deux choses. Donc on a le serveur side component, voilà. Donc c'est une librairie en C, libguac, et ensuite on a comment dire, toutes les dépendances. Donc voilà pour la partie graphique, pour la partie support des images. Pour la partie, là c'est pour la gestion des connexions et voilà, les dépendances optionnelles, VNC, RDP, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par installer ces dépendances. Donc elles sont pas toutes nécessaires, mais c'est mieux de les avoir. Donc là, encore une fois, on va passer sur l'installation de Guacamole, la partie serveur. Ok. Mettre en rang, on va copier la commande. Donc la commande, voilà. Je mettrai peut-être en description de la vidéo si ça intéresse, ça ira plus vite. Et on a toute la partie compilateur, donc toutes les dépendances qu'on avait juste avant. Donc on va installer les parties pour gérer la partie RDP, la partie SSH, VNC, etc. Donc c'est parti. Donc on va laisser tranquillement ça se faire. Donc ça c'est vraiment les dépendances qui sont nécessaires à la compilation du projet. Parce qu'ensuite, dans la doc, normalement, NSSL, voilà. Là, ensuite, on va avoir la partie serveur qu'on va pouvoir compiler. Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc on va attendre que ça s'installe. Je vous mettrai moi, je pense, l'ensemble des dépendants, je les connais pas toutes par cœur, hein, mais si on a toujours un souci, c'est toujours intéressant de les savoir. Mais voilà, on va attendre tranquillement que ça se déploie. Allez, donc c'est parti, les dépendants sont installés, on va pouvoir passer à la récupération des sources du projet. Donc, on va prendre, alors, on doit avoir le lien qui est, je ne sais trop où. Normalement, il est sur la page. Alors, si on va sur Guacamole, hop, plutôt à page Guacamole. Parce qu'en plus, j'ai bim, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. Donc là, on va avoir. Alors, ça, c'est la partie client. On va prendre la partie serveur. On va copier le lien, retourner sur le PuTTY et faire un wget. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant tout simplement décompresser le fichier. Hop. Et ensuite, on va reprendre la procédure qui va nous expliquer ce qu'il faut faire. Donc comment compiler la chose. Donc il y a quelques étapes à suivre, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc là, c'est quelque chose effectivement qui est plus propre à Git. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est se rendre dans notre archive, du coup. Hop. Et là, on veut commencer à configurer le projet. Donc la première configuration, ça va être de créer, comment voilà, créer le service pardon Guagd. Donc le service s'appellera Guagd et on va expliquer, on va demander voilà à l'archive en fait, au script configure de nous préparer tout ça. Hop, donc on suit, voilà, donc là il y a beaucoup de choses qui vont être vérifiées, on a des fichiers, des librairies C, des machins, enfin beaucoup de choses qui vont être checkées pour voir si on a tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler le projet et créer notre service. Donc là a priori c'est bon, voilà, il est content, on a tout ce qu'il faut, très bien. Donc ensuite on va faire un make. Ah, ça me l'a pas installé avec GCC, alors j'espère qu'il n'y aura pas de dépendance manquante, on va installer make, on va voir. J'aurais pensé que je me l'avais installé, c'est pas grave. Hop. Et donc là, on a une erreur. À mon avis, il doit manquer certaines.
Je pense qu'il y a certaines dépendances qui n'ont pas été installées comme il faut. Alors attendez 2 petites secondes. Attends, j'essaie ça d'être installé. Ok. Tac, tac, tac. Alors 2 petites secondes, on va trouver. J'avoue, je connais pas toutes les. Ouais, je pense qu'il manque, il manque surtout cette librairie. Euh, Hop, qui est pas installée par défaut, on dirait. Voilà, on va installer la librairie build essentielle, je pense. Encore une fois, je ne suis pas développeur, hein, je m'y connais, je suis pas un expert du tout là-dedans. Mais à mon avis, cette librairie, elle est manquante. Donc c'est la librairie qui s'appelle Build Essential, hein. Ok, donc là on a bien le makefile et on va refaire un make. Non, il y a toujours une erreur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement, hop, prendre une petite aide et je vous mettrai la commande. C'est pas un outil que j'installe non plus super souvent des sources. Donc j'avoue que je ne maîtrise pas tout, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir. On peut peut mettre hop, on va prendre cette commande. C'est assez étrange parce que j'ai installé avec la même chose récemment. À mon avis, il manque peut-être cette librairie. Je pense que le paquet qui est en erreur pose souci parce qu'il me semble que sur Ubuntu, c'est pas le même. Alors attendez, hop, on va remonter au-dessus. Euh, C'était la partie libjpeg, c'est ça, libjpeg turbo. Voilà, on est sur Ubuntu, on n'est pas sur Debian, donc on va installer la bonne librairie. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Hop, il me dit qu'elle est déjà installée. Alors je vois pas trop quelle est l'erreur de compilation. Si ce n'est qu'il manque certaines dépendances. On va bien réussir à trouver, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être retélécharger l'archive pour voir ce qui se passe, parce que peut-être qu'il manquait une librairie avant. Ah, on va faire. rm-r, guacamole. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de comprendre en fait l'installation de l'outil. Alors juste, on va reprendre le lien correctement. Tac. Voir si le lien est correct. Tac. Là, je pense qu'on est sur le bon lien. Ok. Donc on va retourner dans les archives et on va faire un configure. Donc c'est alors, on va reprendre la commande exacte pour définir systemd. Ici. Sinon, il va falloir reprendre tranquillement la commande d'installation des sources, enfin des dépendances, pour être sûr d'avoir tout ce qui est sur Ubuntu. Mais bon, normalement, on n'a pas eu d'erreur, donc ça devrait être bon, je pense. Voilà. Et là, ça se compile correctement. Donc c'est parfait. Donc là, on va voir toutes les librairies qui vont être compilées une par une, donc ça va prendre un peu de temps. Donc après, bon, bah, ce sont toutes les librairies qui vont servir. Alors, j'étais peut-être même juste pas dans le bon dossier, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Mais là, voilà, toutes les librairies vont être compilées, hein. De toute façon, c'est un makefile qui définit entre guillemets
comment va être compilé un projet, donc alors quel compilateur, quels vont être les fichiers de sortie, etc. Donc voilà, donc là on voit qu'on est sur la partie RDP, etc. Donc bon, voilà. C'est intéressant à savoir en cas de problème, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va souvent venir toucher nous nativement, quoi. Donc on va laisser tranquillement ça avancer, on a la partie SFTP, et ensuite on peut recommander la suite, donc make install. Ensuite make install, lui, va s'occuper d'installer les composants qui ont été, les librairies qui ont été créées, les installer au bon endroit. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va faire un make install, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent, encore une fois. Voilà, et ensuite le petit LD config pour recharger les librairies dynamiques. Et normalement, si on fait un système ctl status guacd, on voit bien qu'on a notre système ctl, enfin notre serveur, notre partie serveur. Donc on peut la démarrer, même le faire enable now, ça peut être intéressant. Voilà, normalement il devrait démarrer. Et là on a guacd, attention à noter qui écoute sur le port 4822, ça sera important pour la partie client. Ensuite, pour la partie client. Donc la partie client, on va faire la même chose, on va venir la télécharger, mais voilà, pour suivre les tutos correctement, en tout cas que j'ai vu, on va tranquillement créer quelques fichiers de structure. Donc à savoir que ça tombe sur du Tomcat, mais par défaut, si on veut installer Tomcat 9, je crois que les repos d'Ubuntu 24 ne les a pas. Donc il va falloir tout simplement définir dans source list les repos de Ubuntu 22.04. Donc c'est pas très compliqué, hein. Après on peut se baser sur n'importe quel tuto pour récupérer tout ça. Mais c'est juste voilà, il faut comprendre ça, c'est important, sinon on n'arrivera pas à installer Tomcat. Voilà, mais en gros, attendez, je vais vous mettre toutes ces commandes, je pense, dans la description, hein. Mes commandes, hop. Donc attention, on va essayer d'éviter de casser tous les repos par contre. Donc on va pas mettre tous les repos de 22.04 si possible. D'ailleurs on peut l'installer depuis l'archive aussi je pense. Mais de toute façon il faudra venir après. Voilà, il faut vraiment éviter de faire un... On va le faire là, mais il faudra vraiment éviter de faire un update. En fait on a Tomcat 10 sur Ubuntu 24, mais Guacamole version 1.6 je crois. Eh bien, demande tout simplement Tomcat 9 actuellement. Alors, savoir qu'il y a aussi un script qui est maintenu, je crois, pour installer Guacamole, qui s'appelle Easy Script Installer, qui doit très bien marcher. Alors, je vais juste essayer de retrouver un petit tuto si je peux trouver ça proprement. On va ajouter les repos, mais il va falloir faire attention à pas, voilà, pas casser nos repos, hein. On va faire ça. Hop, même si c'est pas recommandé, on va tout simplement ajouter les repos de Ubuntu Jammy, donc enfin de 22.04. Ensuite, il faudra venir, alors vraiment après, hein, je vous le conseille, là vraiment on n'installe que donc toutes les composants Tomcat, donc Tomcat Admin, Tomcat User, etc. C'est vraiment conseillé de ne pas faire d'update, de ne pas faire de bêtises, je pense, dans ce cas-là, parce qu'on a mis quand même des repos de 22.04 sur du 24.04. Bon, à faire avec précaution, hein. Si vous pouvez l'installer de l'archive, alors c'est pas quelque chose que je fais souvent sur Guacamole, mais ça en sera que mieux. Encore une fois, ça va être intéressant après de façon d'aller dans le dossier source list. On va venir un peu supprimer tout ce qu'on a, enfin les repos de Jammy pour rester sur la dernière version, Ubuntu 24.04, parce que c'est pas recommandé, encore une fois. Bon, je vais laisser tranquillement ça se finir. Ah bah je pense qu'on est pas loin de la fin. Non, je vais laisser ça se finir, je pense, et on va
Donc voilà, ça finit de s'installer, Tomcat est installé. On va voir où se trouve son dossier d'installation. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille. Donc là, on nous dit que les sources pour la version, donc là, je préfère la version noble, 24.04 sont là-dedans. Ça, il vaut mieux tout simplement le commenter ou le supprimer, enfin carrément le supprimer. Mais on va le commenter là pour aller plus vite. Mince. Hop. Comme ça, on n'a pas de risque. Donc retournons sur notre doc. Hop, donc là c'est la partie serveur qu'on vient de déployer. Maintenant on va partir sur la partie client. Donc on va venir télécharger la partie client tout simplement. Voilà, hop. Et ensuite on va continuer à suivre notre doc. Donc il est conseillé de créer, je crois, cette petite arborescence là. Donc on va se mettre dedans pour après avoir notamment, en fait c'est là-dedans on va faire un lien symbolique en fait vers Tomcat pour pouvoir lire les extensions, les configurations, etc. Donc c'est en général ce que préconisent les différents tutoriels. Donc là, on va faire un tar xvzf de guacamole de la partie client. Voilà. Et donc là, on va tout simplement, on ne l'a pas fait depuis les sources, hein, donc on va tout simplement copier ça. Donc le point war. Alors. Une petite seconde. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, là on a la partie. Excusez-moi, c'est celui-là qu'il faut le télécharger. On va prendre directement le point war plutôt que les sources. Petite erreur. On va revenir en arrière, on va supprimer ce truc et on va faire un get de ça. Voilà. Et on peut faire ça. Hop, 1.6 et on va le copier donc dans le dossier d'installation de Tomcat, qui est spécifié ici, et c'est web app pour les applications. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on va vérifier que quackd est installé, et on peut faire un systemctl restart tomcat 9 un status tomcat 9. Donc tomcat tourne. Là, ça veut dire qu'il s'est initialisé correctement. A priori, on n'a pas d'erreur. Donc sur cette partie, on est plutôt pas mal. C'est moi juste vérifier un petit truc. Bon, normalement, certains tutos aussi préconisent de faire un lien symbolique du dossier dans lequel on a créé, mais c'est pas très grave. Là, ce qu'on peut faire du coup, c'est hop, récupérer l'IP. Donc moi, c'était combien? 193. Et aller voir un peu ce qui se passe sur le port 1080 par défaut. Alors c'est possible que ça ne marche pas. Je pense même que ça ne va pas marcher. Voilà, il y a une petite erreur, mais ça c'est normal. Les tutos ont l'air de dire que ça peut marcher, mais en fait il nous manque un fameux fichier qui est le fameux fichier, je crois, comme properties. Ou alors c'est peut-être une question de droit. Tout, tout, tout. Hop. Alors, regardez. De toute façon, dans l'état, ça va pas forcément marcher. Donc là, le serveur Tomcat, il redémarre. Euh, alors, laissez-moi juste vérifier un petit truc. Bon. Alors quand même, c'est étrange qu'il ne trouve pas. Hop, je suis bien sur la bonne IP. Hop, bon, c'est très simple, hein, regardez la documentation. Là, voilà, il va pas tourner totalement, par contre, il devrait fonctionner. On va redémarrer les deux.
Tac, tac, tac. À mon avis, c'est une question de droit, je pense. Alors, hop. C'est marrant, c'est toujours des soucis qu'on a, mais qu'on ne retrouve pas après. À mon avis, mince. Celui-là. Hop. Non, on va restarter tome 4. Ok. Est-ce que c'est moi qui me trompe sur simplement l'URL? Normalement une erreur simple, mais parfois comme ça on ne trouve pas les erreurs, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est bon fichier? Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est possible qu'on n'ait pas téléchargé le bon fichier tout simplement. Hop, alors attendez, on va suivre le tuto que j'avais vu, on va supprimer tout ça. Ok, donc on va se remettre dans ETC Guacamole et on va faire un wget en remplaçant par la bonne version. Parfait, là je pense qu'on sera mieux à mon avis, c'était mal téléchargé le fichier, c'est assez étrange, bon c'est pas très grave. Et on va faire un lien symbolique de ETC, hop, notre war sur lib. Tome 4, donc ouais bah encore une fois, hein, je vais tout vous remettre en description, je pense. Voilà. On va analyser le statut de tome 4. Voilà. Donc là, on arrive bien sur l'interface de Guacamole qui est le front-end. Là, c'est très bien. Il faut savoir qu'on a un utilisateur par défaut qui s'appelle Guacadmin, mais là, ça ne va pas fonctionner si je dis pas de bêtises. Voilà, pour une raison très simple, hein. On n'a pas fait le lien entre la partie front-end et la partie back-end. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer. Donc, je vous propose de passer à la suite qui va être faire le lien entre la partie front-end et la partie back-end. Alors, je sais pas si c'est explicité dans la doc ici, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont nous en parler? Oui, ils vont nous en parler ici, je pense. Voilà, parfait. Ok, donc pour faire le lien entre la partie front-end et la partie back-end, on va suivre une partie du tuto qui est ici. Donc il faut se placer dans ce dossier et on va devoir créer deux dossiers qui vont s'appeler extension également, lib, normalement, voilà, c'est parfait. Donc la première chose à faire, c'est on va créer un dossier qui s'appelle un fichier pardon qui s'appelle guacamole properties. Avant tout, première étape, on va créer une variable environnement à laquelle on va faire référence plus tard pour la configuration de guacamole. Enfin, on voit l'utiliser maintenant, hein. Mais en gros, l'objectif, c'est vraiment de faire pointer, savoir à Tomcat, en fait, qui se base sur une variable d'environnement, le chemin d'installation de notre guacamole. Donc, on va prendre cette commande-là.
C'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir passer à la création de ce fameux guacamole.properties. Donc c'est parti. Donc on va faire un touch de guacamole.properties pour le créer. Hop. Et on va venir l'éditer. Donc il va être un peu vide il va être un peu vide au début. On va juste mettre ce qu'il faut pour le faire tourner. Donc à savoir ça. Donc ça c'est vraiment pour faire le lien. Donc là on est sur la partie web app, hein, tome 4, pour faire le lien entre la partie guac, la partie frontale et la partie backend. Donc notre guacd ici il est sur localhost et il est sur le port 4822. Ok. Donc là, on va simplement redémarrer la partie. Alors, on va tout redémarrer. Start. C'est n'importe quoi, moi. Tom 4, 9. Avec un espace, ça aurait été mieux, je pense. Voilà, donc là, ça va peut-être mettre un peu de temps à charger. Alors, je sais plus si à cette étape ça va fonctionner. On va voir. Je suis pas persuadé. Non, ça va pas fonctionner, ce qui est logique. Ce qui est logique. Là, il faut savoir qu'on n'a pas forcément d'utilisateurs qui ont été créés. Il y a deux méthodes pour pouvoir commencer à utiliser Guacamole. La première méthode, pardon, c'est de se baser sur un fichier, je crois que c'est dans la doc, usermapping.xml. Si on cherche user, hop. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour l'authentification par défaut. Dans Guacamole Home, on peut créer ça pour pouvoir tout simplement avoir un utilisateur par voilà, l'utilisateur. Donc là, on a les usernames. On peut autoriser les choses, etc. Ça, c'est pas forcément la chose la plus simple à utiliser. Donc nous, on va s'orienter sur la mise en place de MariaDB. L'objectif, ça va être de dire à Guacamole, voilà, tu peux utiliser MariaDB pour pouvoir tout simplement installer, gérer toute ta logique derrière. On va installer les deux paquets nécessaires que sont MariaDB serveur et MariaDB client, si je dis pas de bêtises de mémoire. Si il veut bien, voilà, rester pas bloqué à 99. Donc il serait conseillé de faire une MySQL Secure Installation, hein. Moi je vous le conseille fortement, moi je vais pas le faire là, pour pouvoir désactiver les accès anonymes, désactiver l'accès route, etc. sur l'instance MySQL. Moi je vais pas le faire, mais je vous conseille de le faire. Par souci de simplicité, et que la vidéo commence déjà à durer un petit peu. Mais voilà, ça serait intéressant de le faire. Donc ensuite, on va devoir créer une database, créer un user, lui affecter les bons droits et le définir dans le guacamole.properties. Et ensuite, il y a d'autres étapes à respecter. Il va falloir installer un plugin, donc dans le dossier extension, et le connecteur, enfin le driver JDBC de Java, qui permet d'aller taper sur les bases de données MariaDB. Donc on va faire tout ça. On va d'abord commencer par créer la database une fois que c'est fait. Donc il faut savoir qu'il va falloir télécharger le plugin parce que, eh bien, tout simplement, Apache nous fournit, Guacamole nous fournit toutes les fichiers SQL pour venir migrer notre base sans faire ce qu'il faut, quoi. Pour le faire correctement. Donc nous, on va prendre hotjdbc ici, ce plugin-là, on va le copier. Voilà, on va venir directement le télécharger ici. Le tar et on va venir créer la base de données parce que si on n'a pas la base, on va pas pouvoir forcément faire ce qu'il faut. Donc on va faire un MySQL root, hop, et on va faire donc on va suivre la doc, create database, hop, guacamole db. On va tout simplement suivre la doc, il n'y a pas de souci. Alors, il est conseillé de créer un utilisateur, donc create user, donc par exemple guacamole user, pour le moment autorisé uniquement à se loguer sur du localhost, donc depuis le serveur en lui-même. Identified by un mot de passe, donc peu importe. Voilà, donc on a normalement le mot de passe. Si on revient en arrière et si on fait un MySQL u guacamole user-p, voilà. Et comme il n'a pas de droit sur la base de données, on va revenir temporairement en route pour faire alors,
grant, c'est grant all privileges on guacamole.db slash donc étoile sur toutes les tables to guacamole user arrobas localhost, donc en local. OK. Et donc là, on va faire un petit flush privilège pour recharger la table des privilèges. Et normalement, si ensuite on vient à nouveau se loguer en tant que guacamole, mince, j'ai fait une erreur, et on fait un show databases, hop, et normalement on peut faire un use guacamole db, voilà, parfait. Donc on revient en arrière. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre base de données. Donc on va aller sur l'archive, hop, et on va prendre la petite commande qui est ici. Attention avant de la valider en l'adaptant. Avec nos comptes, donc là, bon, effectivement, bah, alors on peut avoir le mot de passe. Alors là, on va le faire en route, c'est pas très grave. Hop, et par contre, on va enlever la partie Docker parce que nous, on n'est pas sur du Docker. Tac, c'était MySQL, on va rentrer dans MySQL. Et normalement, si ça bug pas dès le début comme ça, c'est que c'est bon signe et c'est que ça va probablement fonctionner. On peut d'ailleurs revenir faire un petit tour, hein. Hop, guacamole, use guacamole db, show table, et là on a toutes nos tables. Et normalement, si on fait un select étoile from guacamole user where alors je me rappelle plus dans la table, je me rappelle plus de l'ID, du nom de machin. Ça doit être user ID, mais on doit voir là. Voilà, donc là on a un utilisateur qui est créé. Et avant de pouvoir tester ça, ce qu'on doit faire, bon là c'est ce qu'on a fait juste avant, il faut aller dans à nouveau le dossier, hop, nano, guacamole.properties, on va venir copier tout ça et l'adapter à notre environnement. Hop, donc moi c'est juste là, c'est guacamole. Et il faut, dernière chose, normalement installer le plugin, ils vont nous le dire, hein, voilà, le driver MySQL pour pouvoir tout simplement, alors on va le prendre en version archive, pour que Tomcat puisse tout simplement interagir avec la base. On a vraiment le plugin, enfin la partie, on va dire, hop, celui-là. On a vraiment la partie logique pour Guacamole, et par contre, il nous faut tout simplement le client pour pouvoir faire, enfin le driver, pour que Java puisse interagir avec la DB. Donc moi, ce que je vous propose, c'est donc, téléverser avec WinSCP, c'est comme vous voulez. Moi, je vais y aller avec WinSCP. Hop, hop. Donc là, j'ai un WinSCP. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. Et je vais venir le téléverser sur mon serveur ici. Voilà. On va retourner sur le serveur. Alors on va venir le déplacer. MySQL connector. Là on va le mettre dans point. Et en fait il va falloir mettre après dans le lib. Donc on va venir. Voilà. Ça ne l'a pas copié. Ah si. Mais c'est juste qu'avec le nom il n'est pas content. Un peu énervant cette histoire de nom. Ok, et on reprend la doc qui était. Alors, hop, on va revenir en arrière. Voilà, qu'il faut mettre, il faut le mettre dans le lib si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'il n'y a pas forcément. Alors, il me semble qu'on a peut-être oublié un petit lien symbolique qui traîne, on va voir. Non, ça devrait être bon. Bref, donc on va. Hop, voilà. Et on va le mettre dans le dossier lib ici. Donc c'est parti, on va redémarrer Tomcat Quackd. On va attendre que ça recharge. Page ouverte.
Voilà, et normalement, comme on a fait la database, ça ne marche pas. C'est super. Alors, normalement ça fonctionne, hein. C'est juste que je sais pas pourquoi là, à ce moment-là, on a des petits soucis, mais normalement ça fonctionne. Tomcat n'a pas de souci pour servir l'application. Bah, ok, c'est assez étrange. Alors, on va juste vérifier. Il manque le port. Même si normalement, je pense pas que ça soit nécessaire. Il est possible qu'on ait oublié quelque chose, hein. Je l'ai installé une autre fois, j'ai pas vraiment eu de soucis. Alors, on va vérifier quelques petites choses quand même. Ça, que ce soit bien fait. Donc, ETC, Tomcat. Mince, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Default. Est-ce que... Ah, effectivement, le dossier Home s'est pas mis. La commande n'a pas marché tout à l'heure. Alors ça, c'est pas cool. Donc, on va retaper cette commande. Hop, voilà. Et là, est-ce qu'on l'a? Ah oui, d'accord, excusez-moi, je suis pas sur le bon... Alors, c'est moi qui vois pas bien, peut-être. On va trouver... Ok, donc là, c'est bon. Je suis pas persuadé que ça va marcher, mais on va essayer. Excusez-moi. Hop, alors, est-ce que c'est mieux? Non, ça marche toujours pas. Alors, c'est assez bizarre. Je l'ai installé il y a pas longtemps, j'ai pas eu de soucis. Ah oui, d'accord. C'est une erreur de ma part, excusez-moi. J'ai fait la moitié du travail. Il faut copier également dans la partie extension de haute. Hop, dans la partie extension. Ça devrait être mieux. Là, on devrait s'en sortir, je pense, un peu mieux. Et là, on devrait être pas mal. Donc, on va attendre que ça recharge, que ça démarre. Là, ça démarre correctement. Hop, voilà. Et donc là, on est logué sur Guacamole. Donc avant de conclure la vidéo, je vous propose tout simplement... Allez, on est parti pour conclure la vidéo. Donc comme je l'ai dit, on va tester une connexion ADP, une connexion SSH. Donc l'utilisateur GuacaAdmin a full droit sur la partie Guacamole. Donc nous, ce qu'on peut venir créer, c'est un utilisateur qu'on pourra appeler GuacUser. Alors il y a plein de fonctionnalités possibles, hein. Mais là, on va s'arrêter sur... là pour la vidéo, là c'est long, on verra les plugins plus tard. Donc là, il y a des choses qu'on peut remplir. On peut demander à changer le mot de passe, etc. On peut lui fournir des droits et on peut venir l'enregistrer. Donc maintenant, on va venir créer une connexion. Hop, et une connexion de type, voilà. Donc, alors là, c'est lié à l'arborescence, hein. On peut avoir une arborescence, donc ça on le verra plus tard. Là, on crée une connexion de type SSH. Combien on peut en avoir au niveau? Alors l'équilibrable de charge, ça je pense que si on pointe vers plusieurs démons guac en fait, donc cette partie aussi. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Donc on va tout simplement mettre le serveur Guacamole, hein, port 22. Authentification, ça va être soit mot de passe, soit par clé publique. Là, on va juste mettre mot de passe. On peut avoir des droits, autoriser le presse-papier, etc. Donc, plein de choses qui sont intéressantes. On les verra plus tard. On va venir enregistrer et on va juste venir vérifier que notre utilisateur qu'on a créé pour pas rester admin est bien la connexion qui est cochée. Donc maintenant, si on enregistre, on va revenir se loguer ici à côté.
Voilà. Et on va prendre notre guac user. Et là, il est venu automatiquement. Alors, alors c'est assez étrange qu'il est venu se connecter automatiquement. J'ai cliqué trop vite, je sais pas. Normalement, c'est peut-être un paramètre que j'ignore, hein. Voilà. Donc là, j'ai dû cliquer trop vite, j'ai dû faire entrer. Mais là, on est connecté en SSH. On est connecté en SSH. On est connecté sur notre serveur. Ok. Donc maintenant, on va venir se déloguer. On va revenir sur le guac admin pour tout simplement créer une connexion RDP. Alors là, je vais le faire sur un DC en 2025 que j'avais, donc espérons que ça fonctionne. On va voir. Est-ce qu'il veut bien quitter la session? Hop. Hop. Donc, paramètres. Connexion. On va créer une connexion. On va l'appeler DC. C'est un contrôleur de domaine. Alors, je sais pas si ça va marcher. On va vérifier. C'est un serveur Windows, hein, ce qu'il y a de plus basique. On va vérifier l'IP, je ne l'ai plus en tête. Ah, et en plus, je suis en 20.10 sur oui, effectivement, je suis sur un VLAN séparé, donc là, ça marchera jamais. Comment? Alors, soit on pourrait passer avec du FreeRDP, mais c'est pas vraiment l'objectif. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que là, bon, on a vu que la connexion fonctionne. J'ai pas de machine RDP sur la base, mais globalement, ça serait le même principe, hein, voilà. Donc, alors, attention, s'il faut activer le chiffrement RDP, la NLA, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça, c'est important. On peut passer par une ferme RDS. Voilà, on peut faire du remoutable, enfin, il y a pas mal de choses possibles. On verra ça peut-être lors d'une vidéo 2, ce sera peut-être même encore mieux. Par contre, dernière chose que je vais vouloir vous proposer, c'est de venir sécuriser tout ça. L'objectif d'un bastion, c'est de l'exposer sur Internet pour pouvoir fournir des accès distants. En local, alors en local, ça peut être utile, bien évidemment, pour loguer les actions d'administration, hein, c'est très bien, mais c'est aussi avant tout d'avoir un accès distant. Allez, c'est parti pour cette dernière étape. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le faire sur un OpenSense pour aller plus vite avec le plugin HAProxy. C'est pas plus mal. Parce que par défaut, comme on l'a vu, Guacamole écoute sur le port 80-80 et en HTTP. Alors, il y a peut-être probablement un plugin pour faire écouter en HTTPS, mais nous, là, on va se servir d'un reverse proxy. Alors, donc moi, je suis venu installer le plugin, hein, je l'avais déjà installé dans System Firmware Plugin HAProxy. Et on va voir un peu comment faire tout ça. Donc là, pour suivre ce tuto, cette fin, il va falloir avoir un nom de domaine, hein. Si vous avez votre nom de domaine, c'est très bien. Sinon, bon, vous pouvez voir comment ça se passe. Et après, ça sera à faire à la marge. Alors juste, on va également installer le client Acme pour pouvoir générer le certificat Let's Encrypt. Donc moi, en attendant, je vais me connecter sur mon fournisseur, enfin sur mon provider sur mon nom de domaine. Donc c'est Yonos, pour ne pas les citer. Hop, la petite MFA normalement. J'étais déjà logué. Très bien. Alors, je vais mettre ça en dessous. Hop. Hop, on va recharger la page. Et donc là, client Acme, settings, voilà. Donc, alors, faut juste que je me rappelle comment il fonctionne. Je sais que je dis pas souvent. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ok. Alors, laissez-moi revérifier comment il fonctionne. Là, l'objectif, en fait, on pourrait le faire avec Certbot, hein, y a pas de souci. Mais l'objectif, ça va vraiment être d'obtenir un certificat pour le domaine public sur lequel on va exposer notre guacamole. Donc c'est parti. Donc là, on va mettre OpenSense. OpenSense. Là, bah, peu importe. Bon, le mail, c'est pas très grave. Donc on a toutes les CA qui sont possibles. Voilà.
On va aller dans le challenge type. Donc là, on va faire un challenge de type DNS sur Benson, type web. Ça va être peut-être un petit peu plus plus complexe. Alors en espérant, est-ce que j'ai Ionos Domain, c'est parfait, c'est super. Donc ça devrait être pas mal. Voilà. Alors il va simplement falloir créer une clé API pour pouvoir pour qu'ils viennent en fait venir tout simplement créer le challenge qui va être récupéré depuis Acme. Donc moi bon je vais pas forcément vous montrer ça, hein, enfin je vais pas forcément vous montrer la configuration de mon domaine, bien qu'on n'ait pas vraiment de j'ai pas vraiment de choses très critiques dessus, mais je vais simplement venir tac 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 créer une clé API sur Yono si je retrouve où c'est. Hop, il faut juste que je retrouve où générer sur Yonos une clé API, chose qu'on fait pas forcément souvent, hein. Alors, je pense qu'à la racine, peut-être je peux l'avoir aussi. Mon compte. Hop. Oui, ça va directement dans mon domaine en fait, hein. Voilà. Pour le portail API, gérer. Donc je vais créer une clé API. Parfait. Hop. Oui, d'accord. Hop. On va créer une nouvelle clé alors. Donc, je vais l'appeler OpenSense. Elle va être créée. J'ai le secret. Le préfixe. Hop. Super. Donc on va venir sauvegarder ça. Et ensuite on va venir demander un certificat, hein. Voilà. Donc on va demander un certificat. Alors moi j'ai demandé un wildcard pour mon domaine. Peu importe. Donc ça va être étoile. Alors ça c'est mon domaine. Un de mes domaines. Altname c'est pas forcément nécessaire. Donc challenge type, ok, parfait. Kinect, je pense qu'on est pas mal. Hop, voilà. Et donc là, on va pouvoir faire issue renew certificate en espérant que ça va fonctionner. Ok, donc là, il n'est pas encore. Ok, donc il est en pending. Je vais me rendre sur mon DNS, voir si le challenge de type TXT a été créé. Il a été créé sur mon DNS, donc c'est-à-dire que c'est en bonne voie de fonctionnement. Non, je vais juste recharger. Validation failed, à mon avis, ça a été trop vite, je pense. Let's Encrypt n'a pas forcément eu le temps, je pense, de checker le challenge. Alors, on va juste modifier quelque chose ici. On va mettre un petit sleep time, je pense que c'est ce paramètre. Ouais, on va faire ça. Donc on va demander d'attendre quand même 30 secondes pour demander à Let's Encrypt le certificat. Hop, et là on va faire un... Ah, bah ça a marché. J'ai rien dit, ça a marché. Donc j'imagine qu'on doit le retrouver dans Trust Certificate ici. Voilà, donc là j'ai mon wildcard. Donc maintenant je vais aller dans HAProxy. Alors c'est pareil, HAProxy, je suis pas. Hop. Excuse-moi du notif Slack. Je suis pas un expert sur HAProxy. De toute façon, on va juste faire la base, hein. Donc on va aller dans Real Server. Donc le Real Server qui va envoyer, moi ça va être GuagD sur le port 1443. Donc c'est vraiment la requête qui va être faite par mon client, elle va arriver, elle est visible ça. Hop,
public services. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire? Voilà, allez, parfait. Et on va faire du guacamole. Donc lui, il va écouter sur, bon bah là ça va être ma VIP. Sur le port 1443, si je peux le préciser. Voilà. Ensuite, on va avoir donc le type, hein, voilà, donc ça peut être du TCP si on veut faire du load balancing au niveau 4 ou au niveau 7. Moi, je vais laisser HTTP. J'ai pas de backend pool encore, donc l'offloading, alors je sais plus dans quel sens ça se fait, c'est parfait. Donc effectivement, c'est lui qui va porter le certificat. Parfait. Non, j'ai pas de ça. Donc là, on va m'authentifier quand même sur le proxy. Je sais pas vraiment, c'est Guacamole qui supporte l'authentification, donc là on peut très bien faire ça, je pense. Et donc backend pool. Alors là on pourrait en avoir plusieurs, hein, c'est voilà, mais là on va en avoir qu'un seul. Donc Guacamole et mon serveur c'est 193 sur le port 8080. Pas besoin de plus. Donc après bon, il y a toutes les notions de voilà, hein, si on a plusieurs serveurs, euh, toutes les notions. Ah et pardon, non, excusez-moi, c'est moi qui fais des liens. Je me disais bien. Le real server, ça c'est justement le serveur de destination, hein. Je l'utilise pas souvent. Hop, hop, voilà. Hop, backend pool. Et là, effectivement, dans le backend pool, on pourrait avoir plusieurs real serveurs, hein. Voilà, c'est exactement ça. Hop, bon, voilà, toutes les options de persistance par rapport à la source IP, par rapport au cookie de session, ça c'est pas forcément nécessaire. Et donc là, on va tout appliquer. Je veux juste, on va retourner dans le public services. Ok, parfait. Et donc là, alors on va vérifier. Je sais pas si ça va marcher. Il faut aller sur slash guacamole, bon, sachant que peut-être que c'est deny par le parcours tout simplement, hein. Ok, pour l'instant ça a l'air de mouiner. Je sais pas pourquoi il veut pas appliquer les configurations, lui. Ah si, c'est mieux là. Ok. Il devrait vraiment me rediriger sur Tomcat, je pense. Sauf si je suis trompé de... Là, il devrait me rediriger au minimum sur Tomcat. Alors, c'est possible que ce soit deny par la firewall aussi, hein. Je me rappelle plus exactement toutes les règles que j'ai. Donc, on va faire un live view. Voilà. On va relancer la requête. La requête, on ne la voit même pas. Ça doit pas être bien compliqué. Ah, excusez-moi. J'ai l'impression que HAProxy n'est même pas lancé. C'est possible. Alors, on va aller là. Il est HAProxy.
Dans le shop proxy. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. C'est un peu de temps. On va activer le logging au passage. Hop. Ok. Et donc là, j'ai tout ça. Ok. Un petit response. Non, ça, c'est assez bizarre. Voilà, c'est ça de pas bien maîtriser un outil. Ah oui, d'accord. On a créé le backend pool, on l'a pas réappliqué. Voilà. Voilà. Avec le backend pool, c'est mieux. La vidéo a déjà été assez longue, hein. Et donc dernière chose, donc là on a donc voilà, ça fonctionne. Dernière chose, on va aller voir le certificat. Donc c'est le certificat Let's Encrypt. Attention, là on est sur l'IP, donc forcément que ça va pas correspondre. Mais moi je vais faire une dernière chose. Je vais ajouter un enregistrement de type A qui va pointer vers guac amol. Voilà, et qui va pointer vers mon IP public. Alors faut peut-être attendre qu'il soit propagé un petit peu. Tac, tac, tac. Et effectivement, dernière étape, faire la redirection de port sur ma box. On va chercher. Voilà. Et donc là, donc ça charge encore. Peu. Et donc là, je vais vous montrer. Pas ça, tout ça. Voilà. J'ai mon guacamole qui écoute et qui est disponible depuis l'extérieur. Donc là, je peux me loguer, etc. Voilà. Donc, bon, attention, hein, là, c'est surtout à la fin de la vidéo, comme on n'a pas activé la MFA, ne surtout pas le laisser activer, hein, parce qu'on n'a pas de MFA. Et donc là, n'importe qui pourrait récupérer des informations et se connecter et faire du rebond. Donc voilà, maintenant que c'est fait, juste pour vous montrer, pensez bien vraiment, allez sur votre reverse proxy s'il vous plaît. Et désactivez-le tout de suite. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Là, actuellement, n'importe qui a le mot de passe par défaut peut se loguer sur une machine et potentiellement faire du rebond sur votre infrastructure locale. Donc, s'il vous plaît, vraiment, voilà, j'insiste dessus. Euh,
Veuillez bien à désactiver le reverse proxy. Voilà, là on voit ça ne marche plus, hein. Je l'ai désactivé ici, il tourne plus. C'est sécurisé, mais vraiment. Ou alors enlever la redirection, etc. Mais voilà, ne laissez pas ça comme ça sans MFA. La MFA, on la verra lors d'une prochaine vidéo, très probablement, hein. Mais voilà, veuillez à ne Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui est déjà assez longue sur l'implémentation de Apache Guacamole. Donc on a vu qu'Apache Guacamole, qu'est-ce que c'est? C'était un service de bastion en fait qui permet d'accéder à des ressources distantes avec des ressources, enfin des ressources locales depuis en distant, avec des ruptures protocolaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'exposer du RDP, du SSH au travers du web. Non, ça c'est voilà, c'est à proscrire. On va passer par un portail HTML5 qui va nous fournir un ensemble de connexions possibles pour pouvoir nous connecter et ensuite on va pouvoir avoir des droits, gérer des droits plus étendus. Parce que là, effectivement, si on activait le SSH depuis Internet, on pouvait se loguer, bon, bah, ça serait assez dangereux. Là, on a la MFA, enfin, on verra, on pourra implémenter la MFA, l'authentification LDAP, etc. Voilà. Donc les solutions un petit peu plus, on va dire commerciales comme Wally Trust vont ajouter des choses supplémentaires, comme par exemple la possibilité de détecter des patterns, c'est-à-dire que si l'utilisateur va rentrer une commande, alors peut-être que c'est possible avec Guacamole, honnêtement je ne sais pas, mais pouvoir, voilà, ah la personne a voulu lancer un CMD, non ça c'est interdit, je ne veux pas, avec des petits composants, etc. Mais là, voilà, on a un bastion qui est accessible, enfin potentiellement là on l'a désactivé, mais qui est accessible depuis l'extérieur, depuis Internet, qui a un certificat pour sécuriser notamment tout le flux qui est échangé, hein, notamment les cookies de session, la connexion, etc. Enfin, le mot de passe Quackadmin si nécessaire, pour pas l'avoir en clair, et qui nous permet d'accéder à des ressources à distance. Dans une prochaine vidéo, on verra, je pense, la partie RDP qu'on n'a pas pu voir cette fois, et on commencera à voir des plugins intéressants comme, eh bien justement la MFA avec du TOTP, authentification LDAP ou encore la transcription des sessions. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus.